On t'écoute, Gaëlle. Oui, ok. Ça marche. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des travaux qu'on a réalisés au sein de l'INRAE sur le rôle des prairies dans les paysages agricoles pour le maintien de la biodiversité et des services écosystémiques dans ces milieux. Et c'est des travaux qu'on a réalisés donc, avec Nicolas Gross, Louis Gross, Marilyn Roncoroni et Isabelle Badenhauser, entre autres. Et donc, comme on l'a vu ce matin, on s'est intéressé aux prairies dans les paysages agricoles parce que c'est des habitats qui ont un rôle central dans ces milieux. Donc, ils sont à la fois impliqués dans la production agricole avec la production de fourrage et le pâturage. Et d'autre part, donc, c'est des réservoirs de biodiversité. Et cette biodiversité, elle va assurer différents services écosystémiques, comme par exemple la pollinisation, la prédation des ravageurs des cultures ou encore le recyclage de la matière organique. Et d'autre part, à plus large échelle spatiale, il a été montré que les prairies sont des habitats sources qui vont permettre le maintien de la biodiversité et des services écosystémiques donc, dans ces milieux, mais aussi dans toute la matrice paysagère. Par exemple, une prairie, ça va abriter des communautés de pollinisateurs diverses qui vont assurer la fonction de pollinisation et au-delà de la parcelle de la prairie et donc participer au bon fonctionnement de l'agroécosystème dans son ensemble. Et donc, un des postulats qui est souvent fait, c'est que la présence de prairies dans les paysages agricoles va donc favoriser la biodiversité et les services écosystémiques qui lui sont associés. Mais en fait, la plupart des études qui se basent sur ce postulat, elles ne différencient pas vraiment les effets de différents types de prairies. En particulier, on peut se demander si les prairies permanentes vont avoir le même rôle que les prairies temporaires ou les prairies artificielles. D'autre part, quel type de composition végétale va effectivement favoriser la biodiversité et les services associés. Et à plus large échelle spatiale, donc combien il faudrait de prairies dans le paysage ou dans le paysage, est-ce qu'il existe par exemple des effets synergétiques entre les habitats et de la complémentarité entre les habitats. Et donc nous, pour répondre à ces questions, on a réalisé 2 études que je vais vous présenter aujourd'hui, donc où on s'intéresse aux effets des pratiques agricoles en prairie, donc à l'échelle de la parcelle, mais aussi à l'échelle du paysage, sur la biodiversité et sur les services écosystémiques. Et en particulier, dans la première étude, on s'est intéressé à la diversité végétale. Et une originalité de ces travaux, c'est d'avoir considéré les liens entre ces 3 composantes à l'échelle des paysages. À l'échelle plutôt qu'à l'échelle de la parcelle, donc c'est ce qui est souvent fait classiquement. Mais nous, là, on s'intéresse à l'échelle des paysages parce que ça nous paraissait une échelle un peu plus pertinente, donc pour 2 raisons. La première, c'est que les organismes qui sont supports de services écosystémiques, en fait, ils vont utiliser différents habitats pour se nourrir ou se reproduire. Si on reprend l'exemple de nos abeilles, donc elles vont utiliser par exemple des prairies, des haies, des cultures pour assurer leur cycle de vie. Et d'autre part, c'est une échelle qui nous paraissait plus intéressante aussi parce que c'est à ces échelles-là que toutes les mesures de gestion et les décisions sont prises et appliquées. Donc, il nous paraissait important de comprendre comment la biodiversité et les pratiques agricoles dans le paysage affectent différents services écosystémiques. Et pour répondre à cette question, donc on a travaillé dans cette étude en Allemagne, donc dans 3 régions d'Allemagne, une qui se trouve au nord-est de l'Allemagne, une au centre de l'Allemagne et une au sud-ouest de l'Allemagne. Et dans chacune de ces régions, on a établi des liens étroits avec les agriculteurs qui nous ont permis de faire différents suivis dans 150 parcelles de prairies. Et donc, on a réalisé ces suivis depuis 2006. Donc, on a notamment caractérisé la diversité végétale au sein de la prairie et aussi dans le paysage, donc autour de nos parcelles de prairie. Donc, on est allé échantillonner dans différents habitats autour des parcelles de prairie. Et d'autre part, on a mesuré différentes fonctions ou services écosystémiques, donc une vingtaine à peu près de services écosystémiques, et je vous en présenterai quelques-uns juste après.
Et donc, ces prairies, elles couvraient un large gradient de pratiques agricoles. Donc, on avait des prairies qui étaient gérées de façon intensive, d'autres plus extensives. Et pour chaque prairie, on savait exactement ce que faisait l'agriculteur dans la prairie. Donc, on connaissait l'intensité du pâturage, de la fauche et de la fertilisation. Et ensuite, on a aussi caractérisé le paysage dans un rayon de 2 km autour de chacune de ces parcelles de prairies. Et pour caractériser le paysage, on a calculé donc la diversité des cultures dans le paysage, parce qu'on sait que ça peut avoir un effet positif sur la biodiversité et donc potentiellement sur les services écosystémiques. On a calculé aussi donc, la quantité de prairies dans le paysage et on avait aussi des données historiques qui nous ont permis de caractériser la stabilité de la quantité de prairies dans les paysages. Donc, on savait si les prairies étaient régulièrement converties ou labourées ou si elles étaient stables dans le temps. Et ça depuis 1850. Voilà, et à partir de ces données, donc, on a testé les effets de différents facteurs calculés à différentes échelles spatiales, donc de la parcelle jusqu'au paysage, sur de multiples services écosystémiques. Donc d'abord, on a testé les effets de différents facteurs abiotiques. Donc ici, on avait l'effet des pratiques agricoles, donc l'intensité de fauche, pâturage et fertilisation, mais synthétisé dans un seul indice. Ensuite, on a testé les effets de différents facteurs environnementaux liés notamment au type de sol, donc le pH du sol, la profondeur du sol, la topographie du site aussi. On a testé les effets de la diversité végétale locale et environnante. Et enfin, donc, les effets de la composition et de l'histoire du paysage, donc diversité de cultures, quantité de prairies, stabilité de la quantité de prairies. Et on a utilisé des modèles d'équations structurelles donc, pour tester les effets de ces facteurs sur différents services écosystémiques qui sont listés ici. Donc, on a considéré 4 grands types de services écosystémiques. Des services culturels qui sont liés en fait à l'esthétique des paysages, des services de régulation aérien, donc c'était par exemple la pollinisation, le contrôle biologique des ravageurs des cultures ou encore la décomposition de la matière organique. Ensuite, 2 services liés à la production agricole, donc la production et la qualité du fourrage, et enfin donc des services de régulation du sol, donc par exemple la rétention du phosphore, le stockage du carbone, là on parle bien de stockage et pas de séquestration, la nitrification, la recharge de la nappe phréatique. Et donc après on a regardé l'importance de grands groupes de facteurs, donc les facteurs environnementaux ici sont en marron, on a l'effet en fait, l'importance de l'effet à chaque fois sur le graphe. La diversité végétale locale en vert clair, diversité végétale environnante en vert foncé, l'intensité des pratiques agricoles en jaune et le contexte paysager en bleu. Et le premier résultat qui était assez intéressant, c'est qu'on trouve des effets très forts en fait, de la diversité végétale environnante et du contexte paysager sur tous les services écosystémiques, y compris les services de régulation du sol. Et donc ça souligne l'importance de considérer en fait, ces facteurs à plus large échelle spatiale pour comprendre les niveaux de services écosystémiques qui sont délivrés localement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'importance relative des différents facteurs varie selon le type de service écosystémique considéré. Et donc, pour illustrer ça, on peut regarder un tout petit peu plus en détail les effets des différentes variables qu'on a considérées dans nos modèles sur donc, à chaque fois nos 4 grands types de services écosystémiques. Donc là, les noms des variables, on ne va peut-être pas trop rentrer dans le détail. On va s'intéresser aux effets des grands groupes de facteurs. Donc, c'est toujours le même code couleur ici. Et donc, plus l'effet est positif, plus la barre va vers la droite. Plus l'effet est négatif, plus la barre va vers la gauche. Et si on regarde d'abord les services culturels, on trouvait ici en haut des effets très forts de la diversité végétale locale et environnante. Et donc, plus on avait de diversité végétale, plus on avait de services liés à l'esthétique des paysages qui étaient délivrés. Ensuite, donc, si on regarde maintenant les services de régulation aérien, donc c'est par exemple pollinisation, contrôle biologique des ravageurs des cultures. Là, on trouvait des effets aussi positifs très forts de la diversité végétale locale et environnante, mais des effets encore plus forts de la stabilité de la quantité de prairies dans les paysages. Donc, ce qui veut dire que en fait, la diversité des habitats est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est que ces habitats soient stables dans le temps et dans les paysages. Et donc, le fait
labourer des prairies. Donc, on a vu ce matin que ça pouvait... On aura des problèmes de grippins quoi, quand on laboure les prairies. Mais on aura aussi, ça va aussi affecter la biodiversité qui est support de services de régulation. Pour les services d'approvisionnement, donc là, on avait un effet positif très fort de l'intensité des pratiques agricoles, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Mais quelque part, ça validait notre approche et nos modèles. Et enfin, donc, pour les services de régulation du sol, donc, on avait des effets assez forts des facteurs environnementaux, notamment le type de sol. Mais vous trouvez aussi un effet très fort positif de la stabilité de l'habitat à l'échelle locale. Et donc ça fait écho à ce que je disais précédemment. Donc, labourer les parcelles de prairies, ça va avoir des effets particulièrement délétères sur ces services de régulation du sol. Donc, pour résumer sur cette première étude, donc on montre que les niveaux de services écosystémiques à l'échelle locale sont plus importants dans des paysages diversifiés et riches en milieux semi-naturels. En particulier, on montre que préserver des habitats permanents riches en espèces au sein des paysages agricoles, ça peut permettre de maintenir des services culturels et de régulation. Et en parallèle de cette étude, on a fait une analyse sociologique aussi, où on a demandé à différents groupes d'acteurs du territoire de nous dire pour eux quels étaient les services qui étaient particulièrement importants. Et les services culturels étaient plébiscités par tous les groupes d'acteurs du territoire, d'où l'importance de préserver ces habitats. On a mis en évidence aussi le rôle prépondérant de la biodiversité environnante et du contexte paysager dans le maintien de la capacité des écosystèmes à fournir de multiples services écosystémiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité des écosystèmes. Et d'autre part, donc, on montre quand même que les différents services ne sont pas tous affectés par les mêmes facteurs, d'où l'importance de tenir compte de différents types de services écosystémiques dans nos évaluations. Si le but, c'est de développer des mesures de gestion qui favorisent cette multifonctionnalité. Voilà, donc dans cette première étude, on montre que on a démontré l'importance de conserver ces prairies extensives riches en espèces de plantes. Et donc, dans la deuxième étude, on a voulu évaluer les coûts et les bénéfices d'un point de vue économique associés à une réduction de l'intensité de gestion dans les parcelles de prairies. Et on s'est particulièrement intéressé donc, aux effets d'une réduction de l'intensité de gestion dans les parcelles de prairies sur la conservation des abeilles sauvages et sur un service important dans les milieux agricoles qui est la pollinisation. Et là, on s'est intéressé plus particulièrement à la pollinisation du tournesol. Et donc, pour faire ça, on a travaillé dans les Deux-Sèvres, donc dans l'ouest de la France cette fois, dans la zone atelier plaine et Val de Sèvres. Donc, c'est une zone qui couvre 450 km² d'une plaine agricole intensive. Et en 2015, on a identifié 21 couples de parcelles comprenant une parcelle de prairie, une parcelle de tournesol. Et l'idée, donc, c'était de voir comment les effets d'une réduction de l'intensité de gestion dans la parcelle de prairie sur les communautés de pollinisateurs qu'on retrouvait dans le tournesol, qui était donc adjacent à la parcelle de prairie, et aussi donc sur la pollinisation du tournesol et le rendement du tournesol. Et donc, pour faire ça, on a fait des relevés de flore et estimé la diversité des abeilles dans les prairies. De la même façon, on a estimé la diversité des abeilles dans les parcelles de tournesol, mais aussi la pollinisation et la production de grains dans les parcelles de tournesol. Et enfin, donc, on a fait des entretiens avec les exploitants pour savoir exactement ce qu'ils faisaient dans leurs parcelles et calculer les coûts et les bénéfices associés à ces deux cultures. Et donc, dans un premier temps, on s'est intéressé, donc, on a regardé la diversité des abeilles, donc en considérant toute espèce ou seulement les espèces rares, dans différents types de prairies. Donc, on avait des prairies permanentes ici en vert, des prairies temporaires composées de graminées en orange, des prairies temporaires composées d'un mix graminées-légumineuses en violet. Et donc, on avait la fréquence de coupe variée, donc c'est ça qui est le proxy pour l'intensité de gestion. Donc, on avait 1 à 4 coupes. Et ce qu'on montre, c'est que réduire la fréquence de coupe, ça augmente la diversité totale en abeilles sauvages et aussi la diversité des espèces rares dans les prairies.
en particulier dans les prairies permanentes. Ensuite, on s'est intéressé donc à nos parcelles de tournesol et là, on a regardé donc les liens entre les gains de rendement liés à la pollinisation par les abeilles sauvages, la richesse en abeilles dans le tournesol, donc qui était élevée en vert, moyenne en orange ou faible en rouge, et donc la fertilisation en azote dans la parcelle de tournesol. Et ce qu'on montre, c'est que la pollinisation et le rendement des parcelles de tournesol augmentent avec la richesse des abeilles sauvages. Mais ces effets positifs de la richesse en abeilles, ils varient selon les niveaux de fertilisation dans les parcelles de tournesol et ils sont donc plus élevés quand il y a une fertilisation faible à moyenne dans les parcelles de tournesol. Et donc ensuite, on a voulu évaluer le rôle de la prairie pour le maintien de la diversité des abeilles dans les parcelles de tournesol qui étaient donc adjacentes. Et pour faire ça, donc, on a encore utilisé des modèles d'équations structurelles pour tester les effets directs de la richesse florale dans la parcelle de prairie et le couvert en fleurs dans la parcelle de prairie sur la diversité en abeilles dans les parcelles de tournesol. Et enfin, donc, les effets aussi indirects donc, du nombre de coupes dans la parcelle de prairie et du type de prairie sur la diversité en abeilles dans les parcelles de tournesol via leurs effets donc sur la richesse en fleurs et le couvert en fleurs dans la parcelle de prairie. Et ce qu'on montre, c'est que le couvert en fleurs dans la prairie adjacente à la parcelle de tournesol, il a un effet direct positif sur la richesse spécifique des abeilles dans le tournesol. Et on montre aussi que le nombre de coupes dans la prairie, ça a donc un effet négatif sur la richesse spécifique et le couvert des fleurs, ce qui va impacter en fait de façon indirecte, mais négativement, la richesse spécifique des abeilles dans le tournesol. Et donc pour finir, on a voulu voir comment varier le gain de rendement lié à la pollinisation par les abeilles sauvages dans les parcelles de tournesol en fonction des différents types de prairies qui se trouvaient donc à côté de ces parcelles de tournesol, donc prairies permanentes, temporaires composées de graminées et temporaires composées d'un mix graminées-légumineuses. Et donc là encore, la fréquence de coupe variait de 1 à 4 coupes. Et ce qu'on montre, c'est que la pollinisation par les insectes augmente le rendement du tournesol en moyenne de 7,8%. Mais l'importance de cet effet dépend aussi du nombre de coupes dans la prairie, donc c'est ce qu'on voit ici. Et une réduction du nombre de coupes dans la prairie adjacente à la parcelle de tournesol, ça conduit à des marges brutes plus élevées du tournesol. Mais par contre, une réduction du nombre de coupes, ça conduit aussi à moins de biomasse fourragère récoltée, à une qualité moindre du fourrage et donc à des revenus moindres pour l'agriculteur. Et en fait, les coûts associés à une réduction de l'intensité de gestion dans la parcelle de prairie dépassent les bénéfices qui sont apportés par une meilleure pollinisation dans les parcelles de tournesol. Et donc, quand on calcule la marge cumulée de la prairie et de tournesol, en fait, elle est plus élevée. Elle est plus élevée quand la gestion est plus intensive dans la parcelle de prairie, bien que ça impacte négativement la pollinisation dans la parcelle de tournesol. Donc, pour conclure sur cette deuxième étude, on montre que réduire l'intensité des pratiques dans les prairies, c'est donc positif pour la conservation des abeilles sauvages et le service de pollinisation dans les paysages agricoles. Mais malgré les bénéfices qui sont liés à la pollinisation, en fait, le profit de l'agriculteur, il va être impacté par la perte de rendement de la prairie. Ça, c'est quand même à nuancer parce que là, on a travaillé donc avec un couple de parcelles, mais si on considérait d'autres cultures entomophiles dans le paysage, peut-être que ça changerait ce résultat. Et ces résultats, donc, ils mettent en évidence l'importance de mettre en place peut-être des soutiens financiers pour les agriculteurs pour assurer le maintien de ces biens publics, donc la conservation des abeilles sauvages et le service de pollinisation dans les paysages agricoles ici. Et donc, pour conclure, ces deux études, en fait, elles appellent à consolider et généraliser les programmes agro-environnementaux pour maintenir sur le long terme la biodiversité et les services qui lui sont associés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.
que vous avez des questions? Oui, bonjour. Est-ce que on peut avoir une idée de ce que représenterait le maintien de bandes tampons non fauchées, puisqu'ici, on part plutôt sur l'ensemble de la parcelle où on va réduire le nombre de coupes. Est-ce qu'on a une idée de l'impact d'une bande de 10, 15 mètres ou d'un certain pourcentage de la parcelle, si ça permet également de maintenir ces populations d'abeilles? Merci. Ouais, merci pour la question. Donc ici, on n'a pas du tout évalué ça. Et je suis justement, je suis en train de rédiger un projet européen où on testerait ces effets-là. Donc, sachant qu'en France, je ne sais pas encore si c'est très courant d'avoir donc ces bandes qui sont laissées comme zone refuge en fait pour la biodiversité. En Suisse, ils le font depuis longtemps, par exemple, et ils ont montré que ça avait des effets positifs pour la diversité des insectes, sur la diversité des insectes. Après, c'est à nuancer. Il faut aussi voir est-ce que c'est des bandes qui sont laissées d'une année à l'autre ou voilà, c'est parce que ça, du coup, ça peut avoir des effets aussi négatifs sur la diversité des communautés de plantes. Ça va rejoindre un peu la question de Sébastien. Et par rapport aux bandes aussi en lien, en Belgique, il y a des systèmes comme ça plutôt dans la culture. Et donc on alterne les fauches en fait. Souvent c'est des bandes de 18 mètres, mais avec des zones fauchées tous les ans, d'autres pas. Et moi ma question, ça porte aussi un peu sur la question de distance, mais de l'autre côté, du coup, est-ce qu'on a l'idée de l'importance de la taille du coup de la parcelle de tournesol? Parce que quand je vois, bon, pareil en Belgique ou dans les zones de culture, on a des parcelles qui font 60-70 hectares. Je me dis que même s'il y a une prairie à côté, il y a quand même des chances que l'effet sur la fertilisation soit assez bien limité dans la parcelle. Ouais, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, dans l'étude que je vous ai présentée là, en fait, ils ont vraiment fait attention à ce que donc la taille de la parcelle de prairie et de la parcelle de tournesol soit un peu similaire et que ce ne soient pas des parcelles qui soient énormes. Donc, ils ont tenu compte de ça. Et donc, sur les 21 couples, à chaque fois, on a des conditions un peu similaires. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je voulais juste faire une remarque parce que, une fois de plus, alors là, c'était des couples, enfin, le calcul est fait comme si la prairie et puis le champ de tournesol étaient au même agriculteur. C'est rarement le cas. Et c'est vrai que c'est encore une fois de plus l'éleveur qui travaille voilà, pour produire des services qui profitent à d'autres. Bon, Ouais. Et l'autre chose que je voulais aussi demander, c'est par rapport au tournesol, c'est essentiellement pollinisé par des abeilles. Parce que c'est pas, enfin, alors c'est un super indice, hein, les abeilles, mais c'est vrai que ça pourrait être aussi des cirques ou des diptères non syrphidés. Enfin, parce que ce qui me contrarie, c'est les prairies temporaires qui finalement donnent presque de meilleurs résultats que les prairies permanentes par rapport aux abeilles, et ce n'est pas forcément le cas. Là, c'était pas le cas. Là, Pas sur le gain, oui, ouais. pas sur le gain, mais sur la fréquence d'abeilles. Ouais. Sur la diversité, tu veux? Ouais, sur le graphique où il y a le nombre de coupes. Encore avant. Celui-ci. Mais non, c'était bien dans les prairies permanentes. C'est pas ça? Là, c'est la diversité des abeilles, donc toutes espèces confondues et espèces rares. Et donc, c'est quand même plus élevé. Alors, c'était peut-être sur la pollinisation. Ouais. Mais sur les abeilles, c'est donc. Ouais, voilà, c'est celle-là. Ouais. Et en fait, la prairie temporaire, par exemple, a une seule coupe. Elle a un gain de pollinisation lié à la pollinisation qui est légèrement supérieur aux prairies permanentes. Enfin, c'est pas significatif. Ouais, je pense que là, c'est pas vraiment. Mais c'est vrai qu'on a. Voilà. Oui, ouais. Et c'est pas forcément vrai si c'est en dehors des abeilles, quoi. Oui, ouais. Parce que le trèfle attire particulièrement les abeilles, c'est pas forcément. Alors, oui. Ouais. Là, c'était abeilles sauvages. C'était. Oui. Mais même quand même. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr qu'on manque une partie des pollinisateurs ici. Donc, ça changerait sûrement les résultats, ouais, effectivement. Ouais. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va écouter Pascal Carrel.